Et on va appeler les participants de la table ronde numéro 2, qui, après ton intervention, vont essayer de passer à l'application en agriculture. Bon, on va essayer. Avec 4 intervenants, Pierre Collin, Jacques Véry, Jérôme, et où le 4e homme, Jean-Paul. Voilà, on va passer à la pratique agricole. Alors sur le thème qui est celui d'aujourd'hui, dérèglement climatique, mais compétences, évolution des compétences, ou alors saut nécessaire dans les compétences par rapport à, par exemple, ce que vient de nous dire Hervé, de façon très modeste et un peu en creux, mais enfin un avenir quand même qui pose ces difficultés. Cela dit, il y a une vraie dynamique agricole. Hein. Bon, ça évolue, il y a des choses importantes qui sont faites. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? C'est le premier élément. Et puis surtout, est-ce qu'on doit vraiment accélérer ou exercer un saut dans les compétences? Parce que le sujet principal, on l'a vu tout à l'heure, c'est le capital humain. Donc je vais vous poser ces différentes questions, à vous les 4 participants, étant donné qu'on sait que dans le monde agricole, un entrepreneur agricole connaît sécheresse, connaît déficit hydrique, connaît inondation, connaît ça. On va dire les aléas de la météo, c'est connu depuis longue date, ça arrive de plus en plus souvent. Et maintenant, on va plus loin, on parle d'érosion, par exemple, ou d'éléments qu'on n'entendait pas autrement, par exemple pour le nord de la France. De même qu'on se voit poser des questions sur les quantités ou les volumes de production et les qualités de production. Donc on rentre d'ores et déjà dans un monde qui est changeant et qui va peut-être changer encore beaucoup plus vite. Vous allez vous présenter séparément, mais je vais laisser la parole en premier, je pense, à Pierre Collin, parce que Pierre Collin, tu es un chef d'entreprise agricole, donc ça me paraît quand même intéressant de prendre la parole directement après Hervé Le Treut. En plus, tu participes territorialement à l'Occitanie de l'Hérault, donc probablement des régions de France qui a été touchée peut-être plutôt que d'autres régions. Donc, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise agricole comme toi aujourd'hui, avec le parcours que tu as? Raconte-le brièvement, parce que c'est très intéressant. On a vu le parcours de Charlotte tout à l'heure. Le tien est très intéressant aussi comme exemple pour les autres. Et qu'est-ce que tu exerces déjà ou qu'est-ce que tu vois comme évolution dans ton métier par rapport au dérèglement climatique? Bien, merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, donc Pierre Collin, je me suis installé il y a 24 ans maintenant, hors cadre familial, donc pas du tout issu du milieu agricole. Voilà, donc je fais partie dans les statistiques de ceux qui ont franchi le pas, on va dire. Alors, mon parcours avant, j'étais militaire, j'étais navigant dans l'aéronaval, j'ai été météorologue, mon dernier métier, dernière activité professionnelle avant de franchir le pas. Donc, une expérience de la météorologie. Et puis, voilà, un désir, il y a 24 ans maintenant, donc d'être agriculteur. À l'âge de 30 ans, je n'avais pas à attendre l'âge de la retraite, même si on parle beaucoup des retraites en ce moment, parce que les militaires peuvent avoir une retraite à 15 ans, mais non, si j'avais attendu trop, je n'aurais pas pu franchir le pas. Donc il y a des choix à faire, et croyez-moi, je ne regrette pas d'avoir fait. Donc agriculteur à l'âge de 30 ans, donc une reconversion, donc qui a nécessité de la formation, parce que je n'y connaissais absolument rien, donc dans la viticulture, dans le département de l'Hérault. Voilà, donc premier pas franchi, avec une progression qui fait que, bon, voilà, j'ai commencé petit. Une installation progressive, comme on dit, avec une installation JA plus conséquente, donc 4-5 ans plus tard. Voilà, le temps peut faire ses preuves, parce que dans le monde agricole, il faut aussi... voilà, on est observé, on est observé par nos pairs. Et donc, voilà, et donc là, parallèlement à ça, j'ai eu un parcours professionnel directement dans l'engagement syndical. Alors, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer des gens comme Jérôme Despé, comme Denis Carottier, qui m'ont mis... dans leur équipe dès le départ. Je connaissais rien. Donc j'ai commencé mon activité d'agriculteur. Donc c'est le vin, viticulteur donc dans l'Hérault, AOP Picpoul de Pinet. Et après, bon, dans le cheminement, je suis passé dans la diversification. Faut citer les diversifications. Alors les diversifications, donc ça a été de me lancer dans la grenade, le fruit, pas la cadrerie, la grenade, le fruit. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on voyait des grenadiers en bord de champ. Et l'idée, c'était de les mettre en culture à un moment donné où il faut aussi écouter les signaux faibles ou forts de ce que nous dit la société, puisque le côté vertu santé est quelque chose qui intéresse la société. On se dit, mais nous, producteurs, on a ce grenadier tous les jours. Quand je taille ma vigne, je le vois, et pourquoi ne pas le mettre en culture? Ça a été la première
démarche, donc fédérer, créer une fédération de producteurs en 2014. Donc en 2012, j'ai planté mes premiers grenadiers. Mais je me dis, on va essayer de se diversifier. Voilà. Et donc la diversification, je l'assume complètement, parce qu'après, avec le dérèglement climatique, eh ben, je me suis vite rendu compte que la production, la diversification de la production, c'est aussi une résilience au changement climatique. Parce que quand il y a un pet d'un côté, qu'il soit gel, température, ben, c'est jamais les deux cultures en même temps, c'est l'une ou l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Donc c'est une des premières résiliences au changement climatique, mais à condition de ne pas se tromper sur le côté variétal, donc ce qui a nécessité donc de pouvoir après aller à l'extérieur. Il faut toujours aller voir ailleurs ce que font les autres. Hein. Donc en Espagne, on est allé voir ce qui s'y pratique. On a fait un petit voyage d'études avec la fédération et on est revenu donc en France avec là tout dernier scoop de maintenant. On a créé la première marque collective sur la production de grenades qui s'appelle Grenade d'Occitanie France. Et donc voilà, on est dans une démarche, parce que la France, notre ADN, c'est aussi des signes distinctifs de production. Donc voilà un petit peu le parcours. Et donc je me disais dès le départ un engagement professionnel au CDJA à l'époque, chez les jeunes agriculteurs, et puis qui m'a suivi FDSEA, et puis donc élu maintenant depuis 2000, hein, donc au sein des chambres d'agriculture, que ce soit départemental, régional, et aussi au niveau de la PCA, où je m'occupe de la formation depuis hier soir. Voilà. Merci Pierre. Donc on a déjà un premier élément de réponse, un ou deux d'ailleurs, sur la question compétence ou plutôt évolution du métier. C'est la diversification, l'utilisation de l'existant dans le regard. Il y a un autre point, c'est le réseau professionnel, parce que la formation, les compétences dans le monde agricole, ça passe aussi beaucoup par des connexions de réseaux, d'échanges. C'est une des richesses du monde agricole. Donc là, tu as cité un certain nombre de points. Je reviendrai vers toi tout à l'heure parce que là, on est dans l'adaptation de l'évolution de ton entreprise agricole pour voir quel saut faudra-t-il faire en activité agricole, mais aussi en compétences, pour essayer de répondre aux enjeux qu'a cité Hervé tout à l'heure. Je vais passer la parole à Jacques Véry parce que ça serait intéressant de poser la question à l'enseignant-chercheur. Jacques Véry de l'Institut Agro. Même question finalement. On évolue, l'enseignement évolue. Est-ce qu'il évolue assez vite ? Est-ce que les compétences proposées ou la formation proposée pour la crédibilité des compétences ultérieures s'accélère autant que le dérèglement climatique ? Jacques, d'abord peut-être, en dehors de dire qui tu es, de présenter l'Institut Agro. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'Institut Agro. Et puis après, est-ce que la formation initiale d'ingénieur, par exemple, aujourd'hui, répond à cet enjeu-là sur le plan scientifique ? Ce qu'a dit Hervé, il a beaucoup insisté sur l'aspect scientifique. Merci. Merci, bonjour à tous. Oui, donc je suis enseignant-chercheur donc au ministère de l'Agriculture depuis toute ma carrière. Là, j'arrive quand même vers la fin. J'ai enseigné l'agronomie et beaucoup plus récemment les systèmes agricoles, c'est-à-dire le fait de pouvoir appréhender l'agriculture dans ses différentes dimensions avec une importance de l'exploitation agricole comme un nœud central, mais aussi le lien aux filières, le lien au territoire. Donc la capacité d'appréhender en recherche et aussi en formation cette agriculture comme des systèmes complexes sur lesquels que l'on peut analyser et sur lesquels on peut travailler à la conception de nouveaux systèmes. Dans ce que j'ai apprécié dans ce travail, et je pense que c'est assez typique de l'enseignement supérieur agronomique du ministère de l'Agriculture, c'est le fait qu'on lie en permanence la formation, la recherche, l'innovation, mais aussi la résolution de problèmes en travaillant avec les filières. J'ai travaillé beaucoup avec les filières grande culture, viticulture par exemple. Et je pense que ce triptyque est très important. Et pour répondre en partie à la question, ça veut dire que de toute façon, on évolue très vite. C'est des enseignements qui bougent rapidement parce qu'ils sont très en phase avec, d'une part, l'avancée de la science, mais de l'autre part, l'avancée des enjeux liés à un secteur économique. Donc je pense que c'est une des chances qu'on a, ça a été dit, hein, dans l'enseignement dans le ministère de l'Agriculture. J'ai ensuite, il y a 3 ans, les 3 dernières années, je suis parti à l'international, donc diriger un centre de recherche pour le développement sur l'agriculture, l'élevage dans les zones sèches.
toutes les zones sèches d'Afrique et d'Asie. Tu étais où? Donc j'étais basé en Égypte, hein, mais le centre travaillait dans 17 pays, entre le Maroc et l'Asie centrale, en passant par l'Afrique de l'Est et le Proche-Orient. Ce que ça m'a apporté, c'est quand même deux choses. L'importance d'abord de la recherche pour le développement dans des pays où l'agriculture est un employeur majeur, dans lequel la plupart des agriculteurs cultivent d'abord pour se nourrir eux-mêmes et dans lequel il y a des enjeux économiques importants autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et bien sûr, dans la zone où j'étais, on est au cœur de la zone qui est touchée par le changement climatique. Hein. Toutes les régions le sont. Mais là, j'ai quand même beaucoup appris et je pense que c'est une des choses sur lesquelles je continue à travailler, continue à développer davantage une intelligence collective autour des deux rives de la Méditerranée, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à partager. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant dans des endroits où on produit des céréales avec moins de 300 mm d'eau. Hein, c'est des choses qui... Tu veux dire que nous, on a la technologie, mais là-bas, il y a des savoirs. Non, c'est ça un peu? Oui, alors si on parle du numérique, etc., mais en fait, il y a beaucoup de développement aussi dans tous ces pays-là du numérique. Quand je parle d'intelligence collective, c'est que je pense que l'exemple de la Grenade est un bon exemple. Hein. Il y a beaucoup de cultures dans ces régions-là qui sont adaptés à des conditions climatiques, mais aussi à des enjeux de nutrition. Hein. J'ai aussi travaillé pas mal sur des cultures comme le pois chiche ou la lentille, hein, puisqu'on était le centre au niveau mondial qui travaille là-dessus. Donc il y a une connaissance des cultures, il y a une connaissance de ce que ça veut dire que de travailler dans des climats chauds et secs et très variables. Et on a, nous, parfois des capacités de recherche supérieures dans certains domaines. Hein. On parlait tout à l'heure de la connaissance également des dimensions génétiques d'une plante comme la grenade. C'est vraiment quelque chose où on peut partager davantage l'acquisition de connaissances. Et on est souvent peut-être plus avancé dans l'intégration des filières et dans l'intégration de l'agriculture dans des systèmes qui dégagent de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture. Et je pense là encore, l'exemple que vous citez est typique. Et donc, il y a beaucoup de choses à partager. Alors, maintenant, je m'occupe de l'Institut Agro. Oui. Donc, je suis directeur de la politique scientifique et des partenariats. L'Institut Agro, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qu'on peut appeler nouveau. Elle a été créée en 2020. Qui regroupe les écoles d'agronomie de Montpellier, de Rennes, Angers et de Dijon, donc dans un ensemble qui est dédié à la recherche, la formation, l'innovation autour de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et je dirais qu'on a, en termes de formation, on a deux cœurs de métier, hein, la formation des ingénieurs, à peu près 3000 ingénieurs, la formation de docteurs à peu près 400 docteurs qui nous relient vraiment de manière organique à la recherche, et aussi une mission importante d'appui à l'enseignement technique agricole sous différentes formes. Et donc on est très lié à ce continuum, je dirais, entre la formation technique supérieure et tous les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, merci Jacques. Si je synthétise, la formation agricole ou agronomique ou zootechnique en France aujourd'hui marche bien à tous les étages, globalement. La question qu'on se posera tout à l'heure, c'est par rapport à l'enjeu climatique, ce qu'il faudra ajouter en termes de compétences en regard, étant donné qu'il faudra puiser notamment sur les relations internationales et compter sur les expériences différentes peut-être pour avancer. Merci. Maintenant, on sait ce que c'est que l'Institut Agro, pour ceux qui ne le savaient pas. Bonne chance pour continuer à construire l'Institut Agro quand même, parce qu'il y a une certaine diversité. Jean-Paul Borde, qui est le directeur de l'ACTA, qui est l'association faîtière qui regroupe la totalité des instituts techniques, recherche appliquée en France. Jean-Paul, hein, tu le diras mieux que moi. La question, c'est la même. C'est-à-dire qu'en matière de recherche appliquée, en matière de conseil, de participation au développement, de relations avec les entrepreneurs agricoles, est-ce que le diagnostic initial est le même? C'est-à-dire que la formation, les compétences aujourd'hui en France sont de bonne qualité par rapport à une situation qui d'ores et déjà est déjà très changeante. Oui, merci. Donc,
Un petit mot sur l'ACTA, donc c'est la tête de réseau des instituts techniques agricoles. Alors par rapport aux questions de changement climatique, c'est intéressant parce que les instituts techniques agricoles couvrent l'ensemble des filières production végétale et animale qui font l'agriculture française, ou quasiment, en métropole et outre-mer. Alors le mot outre-mer est intéressant aussi parce que ça nous donne aussi un terrain intéressant de réflexion par rapport aux enjeux du changement climatique. Alors, comment se positionnent aujourd'hui les compétences de la R&D par rapport à toute cette problématique autour du changement climatique? Et ben, la R&D change aussi avec le changement climatique. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, pour vous dire que l'agriculture prend de plein fouet les conséquences du changement climatique. Alors, il y a 3 notions qui sont intéressantes. Il y a la dérive un peu tendancielle du climat, que la viticulture connaît très bien, parce que depuis déjà de nombreuses années, il constate un décalage, une précocification des dates de récolte, par exemple. Voilà. Bon, mais ça, l'agriculture s'adapte assez régulièrement, ça se fait sur un pas de temps. Bon, voilà. Après, il y a l'aspect des événements extrêmes. C'est ça qu'on commence à mesurer de plus en plus, et je pense que l'année que nous venons de vivre en est un bon exemple. On voit ce qu'on appelle des dérèglements, c'est-à-dire des événements climatiques extrêmes, donc des tempêtes, des inondations, des canicules, des épisodes de grêle, des coups de vent, enfin, etc., qui sont plutôt rares en climatologie, mais qui deviennent plus fréquents. Voilà. Et ça pose un gros problème à l'agriculture, c'est la notion d'aléa. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que ça a un effet assez violent. Voilà. Alors voilà, on a tous en tête par exemple les gels tardifs. En arboriculture, ça a été dévastateur, ça, les gels tardifs. En viticulture aussi. Enfin bon, bref. Les épisodes de grêle, n'en parlons pas, bon, qu'on a bien connus. Et alors, il y a un 3e caractère qui est intéressant autour de l'aléa, c'est la question d'imprévisibilité, plus ou moins. Hein, voilà, justement, la R&D s'interroge par rapport à ça. Et le fait que ce soit imprévisible fait que c'est très difficile à régler au niveau de l'agriculture. Ça, c'est un gros souci. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on évolue, nous aussi, dans nos schémas pour appréhender tout ça. Alors, les conséquences, ce que je voulais dire, mais je pense qu'au travers des exemples que j'ai donnés, on en a quelques idées. Ces conséquences sont extrêmement variées. Voilà. Ça va toucher un peu tous les secteurs agricoles et un peu toutes les questions agricoles. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en découvrir. Voilà. Pour rebondir sur les mots que vous traitiez tout à l'heure, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Il faut rester modeste par rapport à ça et on va en découvrir. Alors, j'ai parlé des aspects climatiques directs. Il y a aussi des aspects climatiques indirects, comme par exemple la pression des bioagresseurs. Alors ça, c'est une grosse question. Est-ce que la pression des bioagresseurs dans l'avenir va être la même, va être plus forte, plus faible, etc. Eh ben, ça, c'est un gros sujet et qui va interroger très fortement l'agriculture. Alors, par exemple, la forêt y est déjà confrontée avec les scolites qui se développent suite à des sécheresses répétées et donc qui engendrent la mortalité. Bon, voilà. Et donc, les forestiers imaginent la forêt de la 2e moitié du siècle, parce que les arbres que l'on plante maintenant sont destinés à être exploités beaucoup plus tard, et donc il faut prendre ça en compte. Sur les grandes cultures, on voit bien par exemple qu'il y a des espèces qui se déplacent, hein, des ravageurs qui étaient au sud de la France et qui commencent à monter. La rouille jaune par exemple, qui est extrêmement dévastatrice, que l'on trouvait habituellement sur la bordure maritime, on commence à la rencontrer dans des climats dits plus continentaux en France. Et donc on voit que ça pose des questions aux agriculteurs. Bon voilà. Donc et dernier point qu'on n'imagine pas, ou peut-être pas assez, quand on pense au changement climatique, on pense aux canicules, à la sécheresse, etc. C'est évident. Mais on pense moins à l'excès d'eau. Or l'excès d'eau est quelque chose qui en agriculture est un facteur limitant assez important. Souvenez-vous des terres que les moines, souvenez-vous. Bien sûr que, souvenez-vous de ce que nous avons appris à l'école quand nous étions petits, les moines qui avaient défriché le territoire donc, que l'on connaît, avaient la première des choses, donc
défricher, mais aussi drainer les sols. Drainer les sols. Bon, on en parle un petit peu moins maintenant, mais si on a des périodes hivernales plus douces et plus humides, je pense qu'on n'a pas fini de reparler du drainage des sols. Merci Jean-Paul. Là, c'est très clair, donner beaucoup d'exemples. Quand je te repasserai la parole tout à l'heure, je te demanderai comment... j'ai vu le questionnement qu'on se pose quand on dirige ou un institut technique ou quand on est sur un pôle de vigie qui est l'ACTA. Comment est-ce qu'on transfère ce questionnement aux agriculteurs par rapport rigoureusement aux mêmes questions en matière de compétences. Je reposerai cette question-là tout à l'heure au stade agriculteur sur les compétences. Je passe la parole à Jérôme Lachaud, alors, chef du service enseignement-formation à la FNSEA. Bon, expert Vivea, il faut saluer Vivea, l'action de Vivea par ailleurs. Tu nous as dit que la FNSEA travaillait à lancer très bientôt une grande étude prospective sur l'évolution des métiers, notamment au regard du dérèglement climatique. Alors, effectivement, sur ce sujet-là, bon, évidemment, la FNSEA au titre... Ça marche ou pas? Oui. Voilà. Alors, la FNSEA, au titre de sa représentation et de sa légitimité d'organisation représentative des employeurs, s'interroge sur ces questions des compétences, évidemment. On a sorti, il y a quelques années maintenant, dans le cadre d'un rapport d'orientation, un ouvrage sur la question du changement climatique. Et dans le cadre de cet ouvrage-là, il manquait, de mon point de vue, plutôt expert sur le sujet, la question de la compétence. Et donc on s'est dit que ça pourrait être vraiment très intéressant au regard des transitions qu'on essaye d'accompagner, parce qu'en fait le cœur de mon métier aujourd'hui, de mon action au sein de la FNSEA, c'est quoi? C'est d'accompagner ces transitions sur le volet de la compétence. C'est ça le sujet. Et de ce point de vue-là, il nous paraissait intéressant de mener une étude un peu qualitative sur la question du changement climatique et de la transformation des compétences. On en parle beaucoup, il y a des choses déjà qui sont largement mises en place, il y a une offre de formation qui existe. Vivea, je vois Béatrice qui est dans la salle, le sait très bien. Dans le cadre du plan stratégique que construit Vivea, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ces questions de changement climatique, mais il y avait une question qu'on n'avait pas... ce qu'on n'avait pas développé, c'est rentrer dans la question de la compétence. C'est-à-dire qu'on a une visibilité sur la transformation de ce qui se passe dans les exploitations, mais concrètement, de quoi elles ont besoin pour y répondre. Tu veux dire que ça va jusqu'à la fiche métier dedans? Vous avez été jusque-là? On a été jusque-là. En fait, le rapport s'intitule Changement climatique, impact sur les activités, les métiers, les emplois et les compétences. Ça sort quand? C'est en cours de... C'est un teasing formidable. Là. Je vous fais un petit teasing. D'ailleurs, je ne rentrerai pas aujourd'hui sur les questions agronomiques ou sur les questions plus précises dans les fiches métiers. D'ailleurs, j'en suis absolument incapable. Je peux vous expliquer un peu la méthodologie, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Nous, notre objectif, c'était, à horizon 2030, concrètement, qu'est-ce qui se transforme ? Quels sont les impacts? Alors, on n'est pas rentré sur les impacts induits que vous évoquiez tout à l'heure, on est vraiment sur les impacts directs sur l'exploitation. Comprendre le changement de pratique à réaliser et identifier les évolutions sur les compétences et évidemment, derrière, les besoins en formation. Donc là, dans ce cadre-là, on a eu un guide. On s'est dit, on va poser les choses. Alors, on a été accompagné évidemment par 2 cabinets, un spécialiste de la formation et un spécialiste du monde agricole, donc Ceresco et Quadra, qui ont fait un travail absolument remarquable, puisqu'ils sont vraiment rentrés dans la question. Et si vous voulez, l'accroche, c'est 1, l'adaptation au changement climatique, et 2, l'atténuation. Parce qu'on parle beaucoup d'adaptation, mais on ne parle pas forcément de ce volet atténuation, notamment ce qu'expliquait Hervé tout à l'heure sur l'impact des gaz à effet de serre, etc., etc. Donc il y a toutes les questions autour du stockage, par exemple, et évidemment, c'est des sujets importants. Alors sur l'adaptation, c'est les aléas, et sur l'atténuation, c'est ce que l'agriculture produit en termes d'externalités négatives, d'impact sur le climat. Ça veut dire que l'agriculteur est de plus en plus un chef d'entreprise agricole, manager, etc. Ce qu'on a dit avant, notamment sur la table ronde 1, c'est ça que ça veut dire aussi, avec une vision très transversale.
ça veut dire que l'agriculteur, le chef d'exploitation, va devoir désormais avoir cette vision très transversale sur ces questions-là en particulier, et comment il va piloter sa main-d'œuvre. On l'a vu, hein, les transformations d'entreprises sur les sujets, on voit qu'il y a de plus en plus de salariat aussi, et donc forcément, on identifie des compétences plus spécifiques et plus spécialisées sur ces sujets. Donc de ce point de vue-là, on a aussi à accompagner ces transitions et ces transformations. On l'a fait juste rapidement sur les productions végétales, alors les pérennes notamment, et les annuelles, et puis la production animale, parce que forcément on parle beaucoup de production végétale, mais on parle assez peu des impacts du changement climatique sur la production animale, sur la partie ruminant et sur la partie monogastrique. Merci Jérôme. Alors je repasse la parole à l'agriculteur, au chef d'entreprise agricole, Pierre, parce que quand on voit ce premier tour de piste, on voit que le monde bouge, mais que les acteurs de l'économie agricole bougent aussi. Donc la deuxième question, c'est quand même comment accélérer, aller plus vite, et quels outils, dont la formation et les compétences. Alors en Occitanie, notamment, il y a un observatoire qui s'appelle Oracle. Est-ce que tu peux nous en parler, qui peut aider dans un système collectif? Parce que l'agrégation des formations et des compétences fait souvent un schéma collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer Oracle? Oui. Alors, avant de rentrer dans le détail d'Oracle, je vais expliquer le cheminement des agriculteurs qui se sont posés les questions. Alors, les premières interrogations sur le changement climatique, je me souviens, étaient intervenues lors d'une conférence qui était organisée par Vivea en Occitanie, où on avait fait intervenir différents acteurs donc, qui pouvaient apporter des éléments d'observation, des retours sur le changement climatique. De là, donc cet outil, c'est Oracle. Alors, je vais y revenir un petit peu après. Mais avant, je voulais expliquer dans quel état d'esprit nous, agriculteurs, on s'est positionnés par rapport à ce changement climatique qui, au préalable, je le signale, sur les 5 dernières années, à titre d'exemple, on a subi dans mon département, à titre d'exemple, 2018. Souvenez-vous, 2018, bon, c'est une année où il n'y a pas eu de grandes catastrophes climatiques, mais sauf que il y a eu un phénomène météorologique assez remarquable qui fait qu'on a eu un blocage synoptique, c'est-à-dire tous les centres d'action sont bloqués. On s'est retrouvé avec un temps qui, normalement, on a au mois d'août, pendant la période de mai et juin. Donc avec des orages répétés, et donc une pression phytosanitaire extrêmement compliquée, où là, il a fallu changer nos pratiques. Il a fallu nous adapter, il a fallu donc sortir un peu plus d'appareils de traitement, parce que la pression était inhabituelle à ces époques-là de l'année, première chose. 2019, dans le département de l'Hérault, record national d'augmentation de température. On a eu 46,3 degrés le 28 juin dans le département de l'Hérault, record. Donc beaucoup de production ont grillé à ce moment-là. Donc ça a été une véritable catastrophe. Donc 2018, j'ai oublié de dire, le 28 février, il est tombé 30 cm de neige avec moins 8 degrés pendant plus de 8 heures, qui fait que certains arbres en arbo se sont retrouvés avec des problèmes. 2020, ça a été l'année du Covid. 2021, la gelée donc, qui a touché quasiment toute la France. Et 2022, une année quasiment normale. Il faut dire que face à ça, donc, nous, agriculteurs, on se pose la question, on a besoin d'y voir clair. Alors, entre d'un côté, on entendait dire les climato-sceptiques, parce qu'ils ont existé, les climato-sceptiques, et les climatos que je qualifierais de climato-pessimistes, il fait que nous, agriculteurs, on puisse avoir une vision objective de l'évolution du temps. Pour ça, on s'est tourné vers cet outil qui est Oracle, qui donne des éléments statistiques sur les 60 dernières années. Pourquoi 60 dernières années? C'est que depuis 1959, c'est la date où on fait les premiers enregistrements météorologiques. Donc on s'est mis à travailler, et on s'est mis à se mobiliser, parce que la science, c'est important, c'est un outil important. La science, je le répète, ni de droite ni de gauche. La science, c'est la science. Ça veut dire qu'on a besoin d'une certaine objectivité pour pouvoir fonctionner. Et pour ça, on s'est attaché à cet outil qui nous a donné des facteurs, climatiques, d'évolution du temps sur les 60 dernières années, pour savoir quels sont les facteurs climatiques qui évoluent réellement, parce que là aussi, on a des idées préconçues. Mais nous, il fallait qu'on ait une idée précise, parce que ce n'est pas forcément là où on pense que le changement s'opère. On parle d'eau,
effectivement, l'eau est une résilience pour le changement climatique, il faut s'adapter, il nous faut plus d'eau. Mais d'un autre côté, l'eau tombe à peu près pareil, mais pas au bon moment. Ce qui fait qu'en fin de compte, pour l'agriculture, c'est un problème. Donc ça, il fallait le paramétrer dans des éléments statistiques et qui permettent de le vérifier sur 60 ans en arrière. Pas que. Donc on a choisi des facteurs climatiques, puis après on a mixé ça à des facteurs agroclimatiques. C'est-à-dire en gros des choses qui nous concernent plus à l'agriculture. Et puis des facteurs d'impact, c'est-à-dire en gros quels sont les impacts, et des facteurs d'adaptation. Donc quand on a ces éléments-là, alors les outils pour utiliser ça, ce sont des outils statistiques, des courbes de régression linéaire, des courbes polynomiales. On est sur des choses extrêmement rigoureuses sur le plan scientifique. Nous, il nous faut cet élément de neutralité de la science pour pouvoir non pas lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire, mais avoir des éléments qui sont objectifs pour pouvoir, après, nous, chefs d'entreprise, prendre des décisions adaptées. Alors Pierre, à ce moment-là, la question que je te pose, qu'on est au cœur du sujet, c'est celui de l'évolution des formations ou des compétences. Oui. Si je t'écoute, ça veut dire que la météorologie, par exemple, devrait être enseignée. Allons dans les compétences. Dans le manuel global de formation, quel que soit le niveau, des futurs entrepreneurs agricoles, je coche la case météo. Bon niveau de maths, j'ai compris. Bon, pour les équations, on verra avec Hervé tout à l'heure, mais météo. Oui, absolument. Alors là, je fais référence un petit peu à mon expérience, mon ancien métier. Bon, je pilote et je suis un ancien navigant et météorologue de surcroît. Donc, quand on faisait des briefings auprès de pilotes, les pilotes eux-mêmes avaient une formation de météorologie. Donc, le discours est plus facile. Et donc, du coup, ce sont des professionnels qui utilisent la météorologie pour amener un avion d'un point A à un point B avec des facteurs de sécurité. Pareil pour la marine, pareil pour les navigants, pareil pour les navigateurs. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Avec l'évolution du temps, moi, ce que je me rends compte, c'est que pour le métier, pour piloter, non pas les avions, mais pour piloter nos exploitations agricoles, il va falloir aussi donner des éléments de connaissance de la météorologie à nos futurs élèves qui vont rentrer dans l'enseignement initial. Et je me bats pour que dans les référentiels des formations, il y ait des notions de météorologie, parce que bien comprendre la mécanique du temps, ça permet de mieux anticiper aussi les actions à mener. Et ça, c'est Oral qui nous l'a amené, parce que les curseurs il faut aussi savoir décoder où sont les variables réellement climatiques pour pouvoir mieux s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me tient vraiment à cœur, parce que lorsqu'on enseigne la météorologie, vous savez, moi, j'ai vu l'évolution. À l'époque où je faisais des bulletins météo, on éditait des bulletins, c'était quasiment réservé qu'aux pilotes, aux professionnels, et encore, des fois, même c'était codé, et ça l'est toujours, mais c'est codé, et c'était extrêmement confidentiel. Un exemple, les lâchers de ballons sondes, il y en a quelques-uns en France. Les hémagrammes, c'est-à-dire que se rend compte, c'est les courbes qui donnent exactement la pression, température, humidité en fonction du profil atmosphérique. Ces éléments-là étaient de l'ordre presque du confidentiel défense. C'est-à-dire qu'en gros, pas diffusable dans un contexte. Puis maintenant, l'évolution fait que vous avez sur Internet ces éléments-là, vous avez des éléments de prévision de Météo France, donc ces éléments-là sont captables. Dans la mesure où ils sont captables, autant les capitaliser pour les professionnels de l'agriculture. Pour ça, il faut un peu de la connaissance du temps. Et croyez-moi, lorsqu'on connaît un petit peu plus la mécanique du temps, on est plus armé pour... je ne dis pas que ça ne va pas empêcher de la grêle de tomber, bien évidemment, mais ça permet d'avoir des mécanismes d'anticipation sur le pilotage de nos exploitations qui est très utile. Merci, merci Pierre. On poursuit. Je pilote la table ronde, donc on poursuit. Jacques, parce qu'on est là sur des formations complémentaires, des sauts éventuellement qualitatifs ou pas. Dans la note de think tank que nous avons rédigée avec Bernard, mais un travail commun de tout un groupe. On s'est posé la question de, non pas de l'inertie, mais d'une rapidité moyenne de la transformation pédagogique dans les écoles. Alors, ingénieurs, mais dans toute la chaîne de formation, bien sûr. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une école agroclimat pour aller plus vite. C'est un peu un coup de communication, bien sûr. Ça peut se traduire par un référentiel, mais scientifique sur l'évolution du climat, enseigné aux futurs ingénieurs ou autres, quel que soit le diplôme. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce qu'elle est extravagante ou est-ce qu'elle répond pour partie à une pédagogie qui n'évolue pas assez vite aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça marche, oui. Je ne sais pas s'il faut créer une école en tant que telle, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre en place une dynamique
de réflexion collective. Quand je dis collective, c'est entre les différents établissements du SUB, du technique, et pas simplement dans le cercle de l'agriculture et de l'agronomie, hein, probablement au-delà, une réflexion sur les référentiels de compétences dans le domaine agriculture, climat, je dirais agriculture, alimentation, climat, parce qu'on oublie quand même aussi que l'agriculture est une part d'un système plus global qui nous concerne tous autour de l'alimentation. Donc je pense que ça serait très utile d'avoir cette réflexion et ça permettrait peut-être de... Alors je ne sais pas s'il faut parler d'inertie, mais c'est clair que quand on gère des formations, il faut à la fois être très en prise, d'une part avec l'avancée des connaissances, mais aussi l'avancée des besoins des secteurs professionnels, mais aussi avoir quand même, enfin, ne pas aller trop vite pour changer un enseignement sur des choses que d'autres font peut-être mieux que nous, ou bien pour aller sur quelque chose qui finalement n'aura pas forcément un débouché important pour nos étudiants. Donc avoir cette réflexion-là, je pense que ça serait très utile. La question, Jacques, c'est que assez souvent dans les écoles, pas seulement d'agronomie, hein, est-ce qu'on n'est pas sur le sujet climatique, est-ce qu'on n'est pas sur une étape aujourd'hui qu'on pourrait qualifier d'étape de sensibilisation, hein, ou améliorer, alors que peut-être qu'on doit glisser vers une étape d'apprentissage scientifique qui constitue un socle de savoir pour les futurs chefs d'entreprise agricole. C'est la question qu'on se pose. Alors, je pense qu'en ce qui concerne les relations agriculture-climat, ouais, les écoles d'agronomie n'en sont pas à la phase de sensibilisation. Oui. La question du lien entre le climat et la production agricole a toujours été au cœur des enseignements. On n'enseigne pas la climatologie, mais on enseigne la bioclimatologie ou l'agroclimatologie. Donc, il y a toujours eu cette dimension. Le changement climatique n'est pas non plus quelque chose dont on parle maintenant. Donc, il y a eu aussi des évolutions dans la prise en compte du changement climatique, comme d'autres enjeux, comme l'érosion de la biodiversité, par exemple, dans l'évolution des formations, dans les compétences qu'on a apportées. Mais je suis d'accord qu'au-delà d'une analyse de ce qui se fait aujourd'hui, on aurait besoin d'une réflexion qui permette d'aller plus loin sur les nouveaux métiers de nos ingénieurs. Et je citerai peut-être 2 exemples, hein, sans vouloir anticiper le travail à faire dans ce cadre-là. Le premier, c'est le fait que dès qu'on parle d'agriculture et du changement climatique, on a trop tendance à ressaucissonner le problème, hein, atténuation, adaptation. Et il faut qu'on ait des gens qui soient formés à une approche systémique pour pouvoir apporter des solutions qui font sens dans un système où il y a forcément des compromis, hein, entre... on peut avoir des solutions très bonnes pour l'atténuation, mais qui ne sont pas forcément très favorables à la production, qui vont réduire les niveaux de rendement. D'autres qui sont très bonnes à l'adaptation, mais qui vont consommer beaucoup plus d'eau, ou qui vont aussi peut-être réduire la production. Donc moi j'aime bien le concept qui est très utilisé au niveau international, mais beaucoup moins en France, paradoxalement. C'est le concept de Climate Smart Agriculture, qui vise à développer une agriculture qui combine. Alors forcément, il y a des compromis à trouver, mais qui prend d'emblée en charge les 3 dimensions. Nourrir, enfin produire de l'alimentation, réduire l'émission de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Et ça, il y a des solutions qui existent. Et si on prend l'exemple de l'agriculture de conservation, par exemple, c'est clair que dans ce type d'agriculture, si elle est gérée correctement, on peut arriver à combiner ces 3 objectifs de production alimentaire, de réduction des gaz à effet de serre, parce qu'on réduit la mécanisation, par exemple, et d'adaptation au changement climatique, parce qu'on stocke plus d'eau. Mais ça veut dire des systèmes qu'il faut vraiment adapter aux conditions locales. Tous les types de sols ne vont pas devoir être conduits de la même façon. Et par exemple, pour arriver à ce bon compromis entre les 3, il faut avoir une gestion de l'azote dans le système qui est extrêmement fine, parce que sinon, on va perdre sur des dimensions. Donc je pense qu'on a besoin de former probablement des ingénieurs de ce type d'agriculture. Hein. Et le deuxième volet que j'évoquerai, pour moi, les questions d'agriculture, enfin de changement climatique en général, enfin je pense Hervé Le Treut l'a bien montré, en gros, le problème, il est global et il faut qu'on le traite à l'échelle globale parce que le CO2, il se balade d'un endroit à l'autre. Et donc, si tout le monde ne s'y met pas, on n'y arrivera pas.
Mais dans le même temps, les solutions, elles sont locales. Elles sont forcément dépendantes du type de sol, du type d'exploitation, du type de chaîne de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on combine cette dimension d'ingénierie locale des systèmes dans une approche globale? Là, je pense que c'est un deuxième domaine. On a besoin que nos ingénieurs, probablement, soient davantage formés à positionner ces solutions d'ingénierie, souvent locales, dans un contexte global, notamment à travers les questions de finance, d'économie du carbone et de finance, mais aussi en termes de politique publique. Et juste pour l'expérience que j'ai eue pendant les 3 ans, on travaillait avec les pays, des différents pays de la zone, la Jordanie, le Maroc, dans le cadre de leur plan climat, pour les aider à combiner ces 2 dimensions, c'est-à-dire le passage à l'échelle de technologie, mais aussi dans un cadre de politique et d'organisation financière. Merci Jacques. Merci. C'est d'autant plus facile pour passer la parole à Jean-Paul parce que l'échelle territoriale, c'est une difficulté de la formation, hein, d'une formation générale, globale, pointue et en même temps qui s'adapte au territoire d'action. C'est vraiment une des complexités. Jean-Paul, que ça soit dans le Varenne de l'eau ou plus largement, une idée intéressante à mettre en pratique, c'est celle de démonstrateurs territoriaux. C'est-à-dire que par rapport à un sujet, ça peut être effectivement les problématiques d'eau, mais plus généralement peut-être liées aux défis climatiques, de sortir d'une vision centralisatrice ou générale et de passer à une vision très locale. L'idée de démonstrateurs territoriaux qui est dans la note, hein, mais qu'on partage, est-ce que tu penses qu'on doit aller plus loin on doit l'appliquer. Est-ce que c'est déjà appliqué? Tu peux me corriger, comme Jacques m'a corrigé tout à l'heure sur la formation. Oui, non, mais je crois que c'est... Ou est-ce qu'on doit créer finalement une toile générale qui n'existe pas aujourd'hui, qui couvrait toute la France, quelle que soit la taille des démonstrateurs territoriaux, mais qui mette en exergue ce qui se passe sur le terrain, quoi, et au bénéfice de chacun? Alors, je pense personnellement que c'est une très bonne idée, et je ne suis pas le seul à le penser. Alors pourquoi? Ça fait suite aux propos de Jacques Véry, c'est que les conséquences du changement climatique vont être variables d'un territoire à l'autre. C'est normal parce que déjà on a une mosaïque de systèmes de production, on a une grande diversité de situations pédologiques, climatiques, etc. Et donc si on reprojette là-dessus une déformation climatique, on a une mosaïque encore plus fractionnée de conséquences. Et donc les solutions, comme vient de l'expliquer Jacques Véry, elles passent par une reconsidération territoriale. Alors pourquoi le territoire est une échelle intéressante? Parce que il est on va dire, à une convergence d'intérêts qui est intéressante sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan pédologique, sur le plan climatique, etc. Et là, on voit qu'il peut y avoir un faisceau de solutions qui peut avoir une cohérence au niveau d'un territoire et à l'intérieur de ce territoire au niveau de chaque exploitation. Et cette convergence ne sera pas la même d'un territoire à l'autre. Voilà. Donc, pour cette idée, la notion de démonstrateurs territoriaux est intéressante. En plus, elle correspond à une modalité de financement qui existe aujourd'hui de la R&D et qui est tout à fait convergente avec ça. Qui est-ce qui pourrait piloter ça? Ah, alors ça, c'est une très... Excuse-moi. Voilà, oui. Alors ça, c'est une très bonne question. Le pilotage de ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut avoir une envergure et une autorité à la mesure du territoire. Voilà. Et donc, je pense que les régions sont quand même tout à fait intéressantes pour piloter ça, les chambres régionales aussi, etc. Bon, voilà, il y a des acteurs régionaux qui peuvent trouver voilà, un champ d'action là en cohérence avec leur domaine de compétences. Alors après, ce qui est intéressant dans la démarche territoriale, c'est la dimension sociologique. C'est-à-dire que construire des solutions, il y a des pertinences qui se trouvent à l'échelle de plusieurs acteurs. Par exemple, quand on dit, tiens, on va changer de culture. Bon, voilà. Sur le plan technique, on va changer de production, etc. Tiens, je ne fais plus de maïs, je fais du sorgho. Ouais, Allez, par exemple. Voilà. Bon, mais alors ça, c'est ce qu'on peut dire entre quatre yeux lorsqu'on est face à face. Mais alors après, ça interroge plusieurs choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les instruments de collecte, de conservation? Est-ce qu'il y a des acheteurs? Pourquoi faire? Est-ce que les consommateurs sont intéressés? Est-ce qu'on est capable de produire une quantité suffisante à l'échelle d'un territoire pour que ça puisse équilibrer des infrastructures
infrastructures, de collègues, etc. Donc on voit tout de suite qu'une bonne idée qui arrive là entre deux, elle est beaucoup plus complexe que ça à gérer parce qu'il faut mettre autour de la table plusieurs acteurs. Et à l'échelle d'un territoire, c'est possible. C'est un début. Bon, on peut, voilà. Voilà pourquoi cette échelle est intéressante. Alors, une autre dimension par rapport aux compétences, je crois que Hervé Pillot l'a dit tout à l'heure, il a dit il va falloir apprendre à apprendre. Et si on va un petit peu plus loin sur cette idée, moi je pense qu'il faudrait apprendre à s'adapter. Voilà. Alors, parce que le changement climatique, dans cette expression, il y a quelque chose d'un peu trompeur. On a l'impression qu'on va passer du climat A au climat B. Mais en réalité, comme le disait Hervé Le Treut, on va passer du climat A au climat B, au climat C, au climat D, etc. Ça va se déformer en permanence. Et donc, ça veut dire que ce que je vais construire aujourd'hui pour les 5 années à venir, dans 5 ans, ça sera plus bon. Parce qu'il va falloir penser... Bienvenue les référentiels pour la formation. Hein. Alors, c'est une parenthèse, hein, mais ouais. Voilà, donc je pense qu'il va falloir apprendre à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Je pense que les basiques resteront toujours, parce qu'on a parlé, par exemple, du sol, etc., qui est un élément de résilience importante. Toute la zootechnie, etc., sont des connaissances de base indispensables. Mais ensuite, je pense que travailler avec les apprenants sur comment, dans une situation nouvelle, je réagis, comment je m'entoure de compétences externes, comment je développe de l'agilité. L'exemple de Charlotte là, sur la récolte des citrouilles m'a interpellé. Voilà, j'ai un problème. Comment je fais pour assez rapidement essayer de mettre autour de la table des gens qui peuvent apporter une solution, etc. Donc je pense que ça... Et alors, dernier point qui me paraît intéressant, au niveau d'un territoire, il y a quelque chose qui peut apparaître de nouveau, c'est des catalyseurs d'innovation, un peu de rupture, permis par l'hybridation des compétences qu'il y a autour de la table. Voilà. Quand je mets un agriculteur, un collecteur, un transformateur, un consommateur, bon, etc., il peut apparaître un industriel, tiens, je ne l'ai pas dit, mais un industriel, il peut apparaître une forme d'hybridation des points de vue et des compétences qui peuvent ouvrir sur des choses nouvelles. Et je pense que pour trouver des solutions, construire des solutions pertinentes demain, on aura besoin un peu de choc d'innovation. Et l'hybridation peut être intéressante. Eh ben, c'est très bien parce que je vais poser la question à Jérôme. Probablement que le mot innovation dans notre mental est trop connoté à l'outil technique ou technologique. Probablement qu'on ne regarde pas assez le terme d'innovation dans son sens global, y compris d'organisation, si on parle d'entreprise agricole. L'innovation, elle n'est pas seulement technologique, numérique ou autre, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Est-ce que tu peux développer l'idée d'innovation par rapport aux compétences de façon plus large finalement que seulement l'aspect technologique? Ça va être compliqué de le faire en quelques minutes. Tu as 3 minutes. Voilà. Non, mais cette question de l'innovation, elle est centrale. On a eu récemment un événement autour de ce sujet-là où en fait, on a décliné l'innovation sur différents points parce qu'on a considéré effectivement qu'on prenait toujours le parti de dire que l'innovation doit être technologique. Elle est technologique, c'est évident, mais elle doit être aussi sociale, elle doit être aussi territoriale, elle doit être aussi dans le contenu des référentiels de diplôme, etc. Et en fait, quand on parle d'approche systémique, il faut qu'on soit aussi sur une logique systémique d'approche de l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant dans un projet comme le changement climatique, c'est-à-dire que sur ces questions-là, on a ce volet systémique. On évoquait tout à l'heure sur la question des compétences, l'attractivité des métiers et la marque employeur. Sur une question comme le changement climatique, je suis agriculteur, je travaille à la captation du carbone, je travaille à la régénération de mes sols, je travaille à planter je travaille, etc. Ça, en termes d'attractivité pour les jeunes, ça donne du sens tout de suite et on a cette dynamique. Alors, si en plus elle est accompagnée par de l'innovation technologique, on a quand même un champ des possibles qui s'ouvre. Donc on est dans un secteur les plus innovants des différents secteurs professionnels qu'on connaît. Heureusement que là-dessus, l'agriculture porte cette dynamique-là, parce que derrière, ça induit aussi tout le sujet de la compétence, parce que c'est par l'innovation, par la recherche, par l'expérimentation dans les territoires, par le travail des agriculteurs qu'en fait, on crée de la compétence. Moi, il y a un sujet qui m'interroge aujourd'hui, c'est la question de l'offre de formation sur ce sujet du changement climatique. Parce qu'on a bien identifié les problématiques, on a bien une vision.
ce qu'évoquait M. Borde sur on va passer d'un point A, B, C, D, etc. Il va falloir des gens qui sont en capacité de l'analyser et de le répercuter sur les gens qui sont impactés directement, mais qui ne sont pas des professionnels du sujet. On ne va pas demander aux agriculteurs demain d'être météorologues, même s'il faut qu'ils aient une notion, leur demander d'être gestionnaires des ressources humaines, leur demander d'être... voilà, on sait déjà qu'ils font des tas de choses. Donc il y a la question de l'accompagnement évidemment, mais la question de la formation continue, elle est centrale. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on pourra donner dans un cadre de base, référentiel de diplôme, avec le temps que ça prend. C'est-à-dire que finalement un diplôme aujourd'hui, il est réformé en quoi? En 3 ans. Enfin, honnêtement, on fait partie des secteurs, je vous le dis, puisqu'on participe aussi à ces rénovations, qui sont les plus rapides et les plus dynamiques sur ces sujets. Parce qu'on est toujours dans cette... parce qu'il y a des attentes aussi, qu'elles soient sociétales, environnementales, etc. etc. Donc, il y a ce cadre. Apprendre à apprendre, c'est certainement très, très important. Et puis après, comment on accompagne la suite. Et là-dessus, il faut de la compétence. Et donc, comment on crée de la compétence sur ces sujets? On revient peut-être à l'école, sans aller jusque-là, mais il faut former certainement des jeunes qui soient capables, des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, de former nos agriculteurs, pour le coup, et leurs salariés à ces questions du changement climatique. Merci. D'abord, tu as tout à fait raison d'être enthousiaste sur l'avenir de l'agriculture. Le titre de notre note, c'est d'ailleurs « Dynamique agricole ». Une agriculture différente, diversifiée, plurielle et tout, mais fière de ce qu'elle fait et avec un véritable avenir, avec un enjeu de compétences. Alors, ce que je vous propose à tous les quatre, c'est un petit mot final pour qu'on ait le temps de se poser quelques questions dans la salle et surtout le distanciel qui nous réduit. Donc, il faudra être court sur le sujet que vous préférez. Pierre, je te pose une question, tu peux répondre tout à fait autre chose, mais tu as ouvert une porte sur la liaison entre la compétence sur la technique agricole et l'action territoriale de l'agriculture, c'est-à-dire la liaison avec la société. Ça fait partie d'une forme de compétence nécessaire aussi pour un entrepreneur agricole aujourd'hui. Tu réponds à cette question-là si tu veux, ou une autre, en 2 minutes. 2 minutes. Alors, bon, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. D'abord, l'échelle territoriale. Donc, la question a été posée. Je pense que les chambres régionales sont aussi des plateformes intéressantes parce qu'elles lient à la fois aussi les agriculteurs, le développement, l'action et aussi tous les corps de recherche qui s'y greffent. Les instituts techniques en font partie, bien évidemment. Je rappelle que les entreprises agricoles ne sont pas des entreprises cotées en bourse au CAC 40, donc on n'a pas les moyens de se payer une recherche fondamentale très élevée. Donc on a besoin de partenariats, on a besoin de tisser des relations avec les plateformes expérimentales, les écoles, les instituts agro. Donc on a besoin de tout ce croisement des compétences pour pouvoir avancer. Les chambres régionales jouent ce jeu-là déjà à travers les Coredef. Et quand je parlais tout à l'heure d'Oracle, donc la satisfaction d'avoir des éléments statistiques avérés scientifiquement avec un label qui est indiscutable parce que scientifique, ça nous permet aussi d'avancer. Et donc, parmi les résiliences au changement climatique, il y a la problématique de l'eau. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je tiens quand même à le dire. Ces éléments-là, statistiques qui sortent d'Oracle, nous permettent de dire qu'effectivement, si on a besoin de l'eau, quand et comment, et notamment par rapport aux retenues hivernales, il est important d'avoir ces outils-là pour les faire rejaillir dans les PTGE, les plans territoriaux de la gestion de l'eau, que je rappelle, le Varenne de l'eau a permis ces aspects économiques à intégrer dans les études qui seront faites pour mettre des retenues hivernales ou pas. Et donc, on a besoin de cette objectivité-là et de ne pas rentrer ni dans la politisation des débats, mais dans l'objectivité. La science joue un rôle fondamental. On n'est pas nous, les agriculteurs, on est des gens pragmatiques qui ont besoin de choses avérées. Et c'est ces éléments avérés que nous souhaitons les mettre en pratique. Et pour Oracle, pour une touche finale sur Oracle, on a besoin aussi d'avoir un volet communication pour le faire savoir à la société civile, ces éléments-là qui méritent d'être connus pour savoir qu'on ne fait pas des choses par hasard, mais au contraire, on a une construction très logique de nos demandes par rapport et surtout par rapport à l'adaptation au changement climatique. L'eau est un facteur essentiel. Je rebondis là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur le monde scientifique et moi, je suis vraiment satisfait qu'on puisse avoir autour de nous Météo France, l'INRAE, les instituts, les écoles d'agro, Vivea, les chambres régionales et qu'on puisse mutualiser toutes nos connaissances pour avancer dans celui de conforter nos exploitations agricoles dans un modèle qui, lui, est bien français. Parce que quand je rappelle que quand on perd une exploitation agricole en France ou en Europe, ils sont construits dans l'hémisphère sud, peut-être même sur la déforestation avec des modèles agricoles qui ne sont pas les mêmes. Donc l'urgence est importante de pouvoir maintenir notre tissu agricole. Quand j'entends parler d'élevage,
et plus d'élevage. Non, je dis il faut maintenir notre élevage. Il faut par contre avoir des outils adaptatifs, des éléments rationnels pour maintenir notre exploitation et défendre notre modèle agricole français. Merci Pierre. Jacques, on a parlé de grandes écoles, mais il y a les lycées agricoles, il y a toutes les formations intermédiaires, il y a la formation des formateurs aussi. C'est peut-être le mot final de ta part, ce serait d'évoquer tout le monde. Il n'y a pas que des ingénieurs. Hein. Oui, je finirai bien là-dessus parce qu'on est en train de boucler notre projet stratégique à 2030 pour l'Institut Agro. Et je pense que cette journée, pour moi, conforte bien un des éléments phares de notre raison d'être en tant qu'Institut Agro. C'est vraiment de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur, l'enseignement technique agricole et toute la sphère d'innovation dans laquelle on va retrouver la recherche, mais on l'a dit aussi, les agriculteurs sont aussi source d'innovation. Donc dans ce rôle de renforcer ces liens-là à travers différents processus, mais en particulier permettre à des étudiants, des élèves de l'enseignement technique agricole de collaborer avec des élèves, des étudiants de chez nous, de pouvoir s'inscrire dans un parcours aussi de formation d'ingénieur. Et puis toute la réflexion sur la formation de formateurs ou d'accompagnateurs, de médiateurs qui de plus en plus seront importants. Et je pense que ça renforce ce qui a été dit, c'est-à-dire de gens qui sont capables d'aider des collectifs à trouver des solutions dans un cadre très complexe et très systémique. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure on a parlé que du changement climatique aujourd'hui, mais il y a d'autres enjeux. L'érosion de la biodiversité en est un autre, et il faut d'une manière ou d'une autre arriver à combiner ça. Donc former dans tout ce continuum, à travers la formation initiale et continue, les différents acteurs du grand secteur agriculture, alimentation. Oui. Et juste un petit mot aussi. Oui, vas-y. Je pense le faire aussi dans un esprit de collaboration internationale. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre à tous les niveaux, les agriculteurs entre eux, les formateurs entre eux, les chercheurs entre eux, à partager avec des gens qui partagent les mêmes cultures que nous, c'est du blé, les mêmes élevages que nous, et qui sont dans des endroits où le climat est déjà... Alors, je ne sais pas si ça sera celui qu'on aura, mais en tout cas, la question de produire quelque chose dans un climat extrêmement variable et très contraint à eau, je pense que c'est de plus en plus une question qu'on pourra partager. Merci Jacques. Jean-Paul, un petit mot quant à toi. Je vais rebondir sur ces propos pour dire deux choses. Oui. Je vous parlais des voyages et des réseaux de partage d'expériences. Je pense que dans les processus de formation, on sous-estime la valeur que pourra avoir demain la question de pouvoir partager son expérience avec des pairs face à des situations qui individuellement seront très différentes. Donc ce n'est pas pour copier, ce n'est pas pour reproduire, mais c'est pour s'imprégner de l'expérience des autres pour avancer dans sa propre solution. Il y a déjà des réseaux qui fonctionnent comme ça sur l'agriculture de conservation, par exemple, mais il y en a plein d'autres, il y a des GI2E, etc. Et c'est un complément à la formation initiale qui est très important. Et le deuxième point, c'est les voyages, pour rigoler, mais je pense que c'est très important. On a déjà des échanges avec des pays qui sont dans des climats différents, qui ont les mêmes cultures, et on échange beaucoup sur le matériel génétique, la façon de cultiver, etc. Les règles de décision, on en parlait tout à l'heure, et par exemple, en Australie, on ne gère pas la date de semis en fonction du même référentiel agronomique que l'on a développé chez nous en Europe. Ça n'a rien à voir. Le déclenchement de la date de semis est déterminé par l'occurrence d'une pluie, ce qui n'a rien à voir. Bon, voilà un exemple. Un bon exemple. Merci Jean-Paul. On est tenu par le temps, notamment par le distanciel. Dernier mot. Jérôme, un mot. Un mot positif, non, mais un mot positif sur oui. Ce sujet, parce que, enfin voilà, vous l'avez compris, moi, je suis concerné par l'accompagnement de ces transformations, et je pense qu'il y a plusieurs pistes à creuser sur le sujet. Une des pistes, c'est essayer d'avoir des réponses adaptées en cas de crise sur ces sujets.
On l'a vu, il y a eu des dispositifs qui ont été lancés. Moi, j'ai en tête des problèmes de cyclones en Guadeloupe ou en Martinique, où il y a eu tout de suite une réponse sur l'accompagnement des entreprises et le développement de compétences pour relancer rapidement les exploitations. Donc on a pu le vivre aussi sur la grêle, on le vit sur d'autres types d'aléas. Un besoin, à mon avis, d'incitation, ça c'est évident, pour notamment augmenter l'accès à la formation et des salariés et des chefs d'exploitation. Aujourd'hui, on constate que c'est un peu toujours les mêmes qui se forment. Alors c'est très bien, hein, il y a plein de gens qui se forment, mais il n'y en a pas assez. Et donc de ce point de vue-là, il faut qu'on soit toujours dans cette dynamique-là et proactif. La question de l'offre de formation sur le climat, elle est centrale. Aujourd'hui, elle existe, mais elle est assez pauvre, j'ai envie de dire. Peut-être problématique du fait qu'il y a peu de gens qui l'apportent aussi. Voilà, à réfléchir à ces sujets-là. Et puis, sur la jeunesse, peut-être s'appuyer aussi sur la question de l'alternance. Parce qu'on parle de rénovation des diplômes, mais on a aussi des jeunes alternants qui suivent des programmes de formation initiaux, mais qui sont dans les entreprises, qui, elles, sont déjà sur ces transformations-là et qui sont déjà en train de créer la compétence. Et donc, de ce point de vue-là, l'alternance, apprentissage, contrat de pro, etc., aller dans les entreprises, les stages, peut aussi permettre d'accélérer le mouvement sur cette question de réponse au changement climatique et de développement des compétences. Tu as raison, Jérôme. Plus on se forme, plus on cherche à avoir d'autres formations, mieux les filières sont formées, plus elles sont compétitives. Il ne faut pas oublier aussi cet aspect final. On a une question qui est revenue à plusieurs reprises dans le chat, qui s'adressait à la fois à M. Hervé Letreut ou au conférencier de la deuxième table ronde. L'impact des sols nus sur l'agriculture et le climat semble important. Merci de nous donner des éléments d'analyse sur le sujet. Il est aussi question de la corrélation PAC 1989, gel des terres, sols nus et perturbation climat. C'est le lien entre les sols nus et le climat. Oui, effectivement, les sols nus ne sont pas une bonne solution. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus pour différentes raisons, pour des raisons liées à la dynamique de l'eau, que ce soit l'érosion, la captation de l'eau, la biodiversité dans ces sols. La question des sols nus, elle nécessite d'être regardée à une échelle plus globale, hein, parce que pour avoir quelque chose à laisser sur le sol, il faut avoir suffisamment produit de paille. Donc il y a un lien aussi avec la biomasse produite. Il y a beaucoup d'endroits, et les zones sèches dont je parlais tout à l'heure, le grand problème, c'est le fait que l'élevage est très important dans la résilience des systèmes. Et quand on a de l'élevage, c'est pas évident de garder des sols nus, surtout s'ils ne sont pas gérés. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait une évolution aussi des politiques publiques dans ce domaine-là, mais je dirais que c'est pas nouveau, mais c'est bien que ça prenne de l'ampleur à l'échelle européenne en tout cas. Gérard Lepuy, le collaborateur de l'Humanité. Jérôme Lachaud a parlé d'adaptation et d'atténuation. Moi, à propos de l'atténuation, il y a les associations de graminées et de légumineuses pour mettre moins d'engrais azotés. Il y a le non-labour, il y a l'agroforesterie, mais au niveau européen, ces pratiques ne sont pas promues. Au contraire même, il y a les accords de libre-échange avec des pays qui pratiquent le dumping environnemental. Alors, comment se fait-il que la politique agricole commune ne s'oriente pas davantage, selon vous, vers des pratiques agri-environnementales ? Oui, alors là, je pense que Paris, c'est pas fait en un jour. Il y a une nouvelle PAC qui arrive en 2023, vous le savez très bien. Il y a des nouveaux dispositifs environnementaux qui sont nouveaux, avec une captation des aides du premier pilier de la PAC. Vous savez, le premier pilier de la PAC, c'est les aides directes qui vont aller au deuxième pilier, qui vont permettre de financer des systèmes, ce qu'on appelle des éco-schémas, qui sont tout à fait nouveaux. Les 3 voies d'accès, notamment les pratiques environnementales qui définissent ce que vous dites, monsieur, les démarches de certification environnementale, la haute valeur environnementale, le bio, et puis les infrastructures agro-environnementales. Donc effectivement, il y a une prise en compte dans la nouvelle programmation de la PAC des aspects environnementaux. C'est important de le dire. Donc c'est quelque chose qui est dans le progrès. Voilà, mais ce que je veux dire de manière générale, et notamment par rapport au sol nu, tout à l'heure j'ai entendu dire, la problématique que nous avons, c'est que le changement climatique va aussi tellement vite. Moi je rappelle qu'en Occitanie, on est déjà à 1,80 degré, on est déjà à 1,8 dans mon département, dans les Roues.
Donc ça va très très vite le changement climatique, et que même si on a les meilleures volontés du monde d'enherber par exemple les sols viticoles, sans eau c'est pas possible. Donc on est face à des blocages. Voilà. Donc là aussi la recherche doit nous amener à aller un petit peu plus vers l'accompagnement, mais en tout cas la bonne volonté des agriculteurs fait qu'ils ont envie d'y aller. Et l'autre point que j'en profite aussi de dire, c'est que là où dans d'autres secteurs d'activité, l'expérimentation se répète 300 fois dans un laboratoire pour une même année, nous la récolte c'est une fois par an. Vous voyez, le rythme, l'échelle du temps n'est pas la même. Donc il ne faut pas aller trop vite. Et quand on va trop vite, eh bien, on laisse les agriculteurs derrière, parce qu'il faut aussi l'accompagnement derrière. Donc il y a tout cet accompagnement qui est dans le temps. Donc des fois, la société va aller plus vite que ce qui est possible. Quand on va plus vite, on fait des erreurs. Pierre. Donc ça aussi, je voulais le dire. Merci Pierre. Cela dit, Gérard a posé une question de fond quand même. Hein. Il y a eu le pacte vert qui a été lancé au niveau européen. Il y a l'adéquation ou l'insertion de l'évolution européenne par rapport à l'évolution du monde dans les échanges commerciaux. Ça demeure une question de fond quand même. D'autres questions ? Il y a une question ici. Oui, Hervé Nouvelon, donc agriculteur, et j'accompagne des agriculteurs, donc des groupes de jeunes agriculteurs, mais aussi des dirigeants agricoles en agri-coaching. Et une question aujourd'hui, on a parlé de formation, on a parlé de compétences, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on n'insiste pas suffisamment sur la finalité et l'enjeu stratégique dans nos formations de chefs d'exploitation? Quelle est la finalité de mon exploitation? Quelle est la vision de mon exploitation? Et les compétences viennent au service de cet enjeu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de moyens. Et est-ce qu'on n'insiste pas suffisamment sur la finalité de mon entreprise agricole? Qui répond à ça? Jérôme? Je m'interroge un peu sur la remarque, parce que je pense que c'est quand même l'interrogation première des chefs d'exploitation, ce sujet-là. C'est-à-dire que la finalité, on le voit de plus en plus, hein, on l'a vu dans les chiffres qui ont été présentés ce matin, les gens arrivent avec des projets. Donc la question de la finalité, elle prend de plus en plus de sens. Effectivement, on est encore sur un modèle où on a la reprise d'exploitation familiale, où finalement on s'interroge peut-être un peu moins sur ces questions-là. Mais je trouve que la dynamique est en train de changer sur le sujet. Et évidemment, il faut que, quel que soit le modèle, quel que soit le projet, etc., on puisse être en capacité de les accompagner. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'outils, parce que finalement, le projet, il est assez dépendant de la personne qui le porte, quoi. Donc c'est difficile d'avoir une vision collective sur la logique de projet, de mon point de vue. Encore des questions? Oui, profitons-en. Oui. Merci. Béatrice Zengli de Vivea. Donc, on travaille beaucoup sur justement les compétences des chefs d'exploitation, et depuis 2014, notamment sur le changement climatique qui a de gros impacts sur les systèmes d'exploitation. Et le débat était très intéressant. On se confronte aujourd'hui à un manque d'expertise des formateurs. Ça, il faut quand même se le dire. C'est difficile, même si un organisme de formation veut faire de la formation. Il a des conseillers qui peuvent le faire, mais qui ne sont pas spécialisés. Donc ça, c'est, je pense, un vrai problème. Ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est difficile. Hein. Et puis, c'est, je pense aussi, avoir une approche systémique. Vous l'avez dit tous, c'est-à-dire le changement climatique, finalement, ça interroge le système d'exploitation. Donc l'agriculteur, on revient sur finalement la compétence que vous avez évoquée aussi sur la première table ronde, c'est sa capacité à décider, sa capacité à avoir une vision, sa capacité à anticiper les risques. Et je pense que voilà, il faut revenir sur ces compétences de base d'un chef d'entreprise en s'interrogeant aussi, alors je vais quand même oser le dire, mais moi ça me fait quand même un peu peur quand on devient chef d'exploitation avec un niveau de formation qui est réduit. Parce qu'on voit bien que les problématiques auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise aujourd'hui nécessitent quand même un bagage, je pense, intellectuel à minima, et surtout de s'interroger dans ses prises de décision. C'est un chef d'entreprise. Voilà, je pense qu'on maille aussi le changement climatique, c'est mailler l'agronomie, c'est mailler la gestion des risques, les problèmes d'eau. Donc il y a du technique, mais il y a aussi vraiment une décision stratégique ou des décisions stratégiques à remettre en permanence, avec derrière l'économie, comment je finance la transformation de mon système, etc. Bon, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais finalement, ça s'inscrit dans une globalité. Béatrice, ce qu'on peut dire, on ne milite pas ici sur ce qui pourrait être un risque, c'est-à-dire la volonté d'une connaissance encyclopédique pour les chefs d'entreprise agricole qui ne le pourraient pas. Ce qu'on essaie, c'est d'étager la totalité des problématiques, de les reglobaliser, de les transversaliser, de voir ce qui peut être fait par les chefs d'entreprise.
les salariés, ou tous les conseils ou entreprises associées qui travaillent l'entreprise agricole dans une répartition des rôles qui peuvent être différentes. Mais tout le monde doit avoir par contre cette même perspective en tête. Je ne sais pas, il est 13h09. 13h09. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, on peut les applaudir. La deuxième, c'est que la prochaine conférence d'Agridé, c'est le 13 décembre. Ça traite de souveraineté alimentaire et d'agriculture de conservation. C'est le matin également, dans les locaux. Donc, si vous êtes fidèle à Agridé ou satisfait de ce qui s'y débat, puisque ce sont des débats, le 13 décembre, c'est la prochaine date. Et puis, comme vous êtes tous des lecteurs investis, on publie des notes à Agridé, mais on a aussi une excellente revue trimestrielle de très grande qualité, pas assez connue. Donc, c'est celle-ci, la dernière. Il y a beaucoup de thèmes, dont celui des compétences, mais pas seulement, loin de là, qui est traité dedans. Essayez d'être des lecteurs de cette revue. La prochaine, vous allez voir, elle est d'une richesse incroyable. Là, le dossier est relatif à quelque chose qui a un lien avec aujourd'hui, c'est l'eau. Il y a un très, très, très beau dossier de l'eau. Emparez-vous de cette belle revue et donc des travaux d'Agridé. Je vous remercie pour tous ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont présents. On va rester ensemble et au plaisir, en tout cas pour ceux qui sont en distanciel, de se retrouver dans d'autres réunions. Et quant à nous, allons ensemble à l'étage au-dessus. Merci.